Merci à tous et à toutes. Je voudrais d'abord effectivement adresser mes remerciements à Claire de m'avoir convié à cet événement. Mes remerciements aussi pour cette collaboration fructueuse avec l'AEI et le laboratoire LIFA. Et puis effectivement, deux réserves introductives. D'une part, effectivement, je travaillerai comme professeur de droit, mais pas forcément spécialisé en droit du numérique et sur ces questions d'IA. Donc j'aurai une vision assez généraliste, mais peut-être qui sera utile au débat. Et une deuxième réserve, effectivement, c'est que je n'aurai pas la qualité slidesque, en quelque sorte, de mes collègues. Mais l'idée sera effectivement de défendre certaines idées j'espère, assez claires pour vous. Alors la question que j'ai voulu voir dans un temps assez réduit est de voir dans quelle mesure effectivement deux textes importants d'un point de vue normatif et juridique dont on parle depuis tout à l'heure peuvent s'articuler. C'est d'une part effectivement la directive sur le devoir de vigilance et d'autre part la directive, enfin, le règlement pardon, sur les règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. Deux textes effectivement qui ont cela en commun, qui ont été à peu près adoptés à la même période, hein, il y a un an, en juin dernier, qui ont, d'un point de vue juridique, deux bases juridiques assez proches, l'article 114 du traité, donc qui se rattache à des problématiques de marché intérieur à titre principal, mais dans le cadre de l'IA, à la protection des données, article 16, et dans le cadre effectivement du devoir de vigilance aux droits des sociétés, article 50 TFUE. Et effectivement, deux textes qui ont des objets qui peuvent se rapprocher, même si formellement ils sont différents. Directive vigilance, on prolonge effectivement la loi française sur le fait d'identifier des obligations pour les entreprises en termes de rapport de vigilance par rapport à leurs obligations en termes de droits de l'homme, d'incidence négative sur l'environnement, de RSE, et d'adopter effectivement des plans de remédiation et des plans de vigilance. Dans le cadre de l'IA, effectivement, c'est plus une logique d'unification, des règles communes, d'admission effectivement des plateformes de l'IA par rapport aux risques, par rapport aux droits fondamentaux et par rapport aux atteintes à la liberté d'expression. Dans les deux cas aussi, ces textes se rejoignent par rapport au contexte, puisque ces deux textes assez malmenés, on va dire, à l'heure actuelle. D'une part, effectivement, le règlement IA fait l'objet effectivement d'une opposition forte et qu'on a vu encore dans le sommet de Paris à l'international sur son champ et la manière de concevoir la modulation. Directive vigilance, elle fait l'objet effectivement plus de contestations presque internes aussi à l'UE, avec un projet encore assez flou qu'on appelle de directive omnibus qui pourrait intervenir dans quelques semaines et qui viendrait modifier, différer le champ d'application ou en tout cas le calendrier de mise en œuvre de la directive vigilance. Bon. Donc dans ce contexte normatif, j'ai d'abord voulu réfléchir avec vous sur le champ d'application de ces deux textes. Bon. En fait, c'est des champs d'application qui se rejoignent, mais qui formellement, en droit, sont dissociés. Et c'est peut-être un point un peu compliqué qu'il faut prendre en compte pour comprendre notre propos. Alors effectivement, la directive vigilance, on en a parlé à plusieurs reprises à l'instant. C'est une directive qui doit être comprise sous plusieurs prismes. D'abord, par rapport à son calendrier de déploiement. Parce qu'effectivement, il y a ce seuil de 5000 salariés et de chiffre d'affaires de 1 500 000 euros, qui est effectivement le critère le plus immédiat de mise en œuvre, sous 3 ans à partir de 2024, et qui rejoint à peu près effectivement le seuil effectivement français. Mais à terme, effectivement, cette directive vigilance, elle a vocation aussi à s'appliquer à des sphères plus modestes, enfin plus modestes, entre guillemets. Effectivement, entreprises de plus de 3000 salariés, ou effectivement, à compter de 2029, dans 5 ans, enfin 5 ans à côté de l'adoption, à des entreprises de plus de 1000 salariés avec un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros. Donc à partir de là, effectivement, il y a un risque possible, ou il y a une difficulté juridique de dissociation de champ de la directive vigilance avec le droit français, qui, lui, est sur le seuil élevé de la directive vigilance. C'est un premier point. Deuxième point, c'est par rapport à quelle entreprise s'applique la directive vigilance. Et là, il y a un point, effectivement, qui est intéressant, puisque la directive vigilance, elle s'applique tout à la fois aux entreprises donc, qui sont établies dans les États membres, établies en conformité avec la législation des États, donc qui ont leur siège réel et statutaire dans les États membres de l'UE. Bon. Ça s'applique aussi aux entreprises d'États tiers qui font un chiffre d'affaires de plus de 450 millions d'euros en Europe ou à une société mère de ces entreprises. Donc ça pourrait être effectivement OpenAI, effectivement, qui fait ce chiffre d'affaires et qui, par ricochet, se ferait appliquer la directive vigilance.
Et puis, il y a dans la directive vigilance la question du périmètre, parce qu'effectivement, le devoir de vigilance, il va s'appliquer pour les propres activités de l'entreprise, mais aussi, ça a été dit à plusieurs reprises, pour les partenaires commerciaux qui sont dans la chaîne d'activité. Et il y a une vraie question juridique qui va sûrement se poser sur qu'est-ce qu'on entend par chaîne d'activité, effectivement, de l'entreprise. Ce n'est pas tout à fait la sous-traitance, ce n'est pas uniquement des relations de filiale à filiale où on détient 50% dans un même groupe, c'est une relation continue, stable, centrale, on va dire, dans la manière de générer le chiffre d'affaires. Et cette notion, effectivement, de chaîne d'activité propre à la directive vigilance pourrait, effectivement, conduire à des évolutions du droit interne tel qu'il a été rappelé dans le Code du commerce. Et dernier point peut-être sur la directive vigilance qu'il faut bien saisir, c'est que c'est une directive d'harmonisation qu'on appelle en droit incomplète. J'entends par incomplète le fait qu'elle laisse une marge de manœuvre aux États pour aller au-delà, s'ils le souhaitent, fixer des normes plus protectrices ou des seuils qui seraient différents, plus protecteurs que ceux de la directive. Et ça, c'est une différence avec le règlement IA qui, lui, est beaucoup plus unificateur. Bon. Alors, cette directive, je passe vite là-dessus parce qu'on en a parlé. Elle pose des questions d'articulation avec le droit français, puisqu'on a évoqué les 5000 salariés, le Code du commerce. Et si, effectivement, la directive vigilance devait se déployer complètement sous, effectivement, 2029, eh bien, il faudrait revoir, effectivement, le Code du commerce. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles une partie du monde de l'entreprise, au sens large en France, s'oppose à un déploiement immédiat, ou en tout cas dans le calendrier prévu, de la directive vigilance, telle qu'elle est conçue. Bon. Côté règlement IA. Alors, côté règlement IA, on est sur un texte, effectivement, qui est, lui, plus dans une logique d'unification et non pas uniquement d'harmonisation, ce qui change la chose en termes de relations normatives entre l'Union et les États. Et lui, le règlement IA, je dirais, a un champ peut-être d'application plus clair, plus précis, en ce sens qu'il s'applique aux fournisseurs établis dans l'Union ou dans des États tiers, qui mettent sur le marché des systèmes d'intelligence artificielle ou qui déploient des systèmes d'intelligence artificielle en Europe. Ou encore aux fournisseurs qui sont liés par des relations de filiales avec des fournisseurs établis dans des États tiers. Alors ce règlement, du coup, il a à la fois, je dirais, un champ d'application classique par rapport au siège de l'entreprise qui génère l'IA, statutaire ou réel, mais, et c'est là que c'est intéressant, le règlement, je dirais, a une forme, et je vais bien préciser ma pensée, une forme, je dirais, assez classique d'extraterritorialité, mais au sens de rattachement avec le marché européen. C'est-à-dire que ce n'est pas l'extraterritorialité au sens où on pourrait l'entendre dans certaines lois américaines, où il s'agit de prendre une loi qui va bloquer, sanctionner telle ou telle entreprise qui fait tel ou tel agissement. Helms-Burton, par exemple, ou les décrets qu'on pourrait avoir ou qu'on a déjà dans les relations avec la Cour pénale internationale, où là, c'est l'extraterritorialité forte. J'impose, je gèle des avoirs s'il y a des relations que je prohibe dans le droit américain ou que je ne veux pas. Là, c'est l'extraterritorialité au sens de rattachement avec le droit du marché intérieur. C'est-à-dire, si effectivement il y a un lien économique avec le marché, avec le déploiement de produits dans le marché intérieur, alors effectivement, il y a une applicabilité du texte. Ce n'est pas vraiment nouveau. Ça avait déjà été dit par la Cour, affirmé par la Cour dans un tout autre champ, en matière notamment aérienne, dans un arrêt de la Cour de justice, Air Transport America Association 2011, où la Cour déjà avait admis une forme d'extraterritorialité des règles européennes sur les gaz à effet de serre, les règlements gaz à effet de serre pour les compagnies aériennes américaines. Et c'est à peu près le même schéma normatif de champ d'application. Bon. Alors par rapport à ces champs qui se reprochent, mais qui sont un peu différents, on a vu qu'il y a des logiques de seuil dans vigilance qu'il n'y a pas dans le règlement IA. Il y a des logiques de calendrier qu'il y a dans vigilance qu'il n'y a pas forcément dans IA. La question qui se pose, à mon sens, c'est de voir quels sont les points de convergence, les points de rapprochement qu'on pourrait identifier entre ces deux textes. D'abord, effectivement, par rapport au type de pratiques ou au type de risques qui sont couverts. Côté, effectivement, règlement IA, il y a à la fois une liste, effectivement, de pratiques qui sont formellement interdites en matière d'IA et qui sont listées dans le règlement de manière assez exhaustive. Donc, je les ai mises là, mais ce n'est pas du tout exhaustive. Les techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses
Et là, ça rejoint le droit de la consommation sur effectivement la tromperie d'un consommateur. Il y a une vraie proximité avec le droit de la consommation. Altérer le comportement, exploiter les vulnérabilités, établir une classification discriminatoire, utiliser des données biométriques sauf problématique de droit pénal. Là, c'est des pratiques interdites. C'est une liste de prohibitions dans le type effectivement de produits, de comportements, de services que pourrait générer une IA. L'autre élément qui est important dans le règlement IA, c'est par rapport à la cartographie des risques. C'est-à-dire que le règlement IA, il est structuré sur une cartographie entre les systèmes, je dirais, classiques et des systèmes dits à haut risque. Et la classification à haut risque qu'on a dans le règlement IA, il repose d'une part sur le fait qu'une IA a des liens avec certains textes de droit dérivés en matière de technique, de machines, de produits, où on a un champ harmonisé très fort, ou par renvoi à une annexe. Et dans l'annexe 3, il y a justement des aspects sociaux, mais qui ne sont pas toujours de manière très, très claire, en tout cas qui ne listent pas, ou qui en tout cas ne renvoient pas à des normes sociales fondamentales, ou à des normes environnementales fondamentales, comme dans la directive vigilance. On nous dit effectivement, au titre de l'annexe, est une IA à haut risque, une IA qui gère le recrutement, la sélection de personnes physiques, les offres d'emploi, ou qui influe sur les conditions de relations professionnelles, ou sur le licenciement, ou sur le comportement effectivement des travailleurs par rapport à leur performance. Donc là, c'est certain, oui, une IA qui serait utilisée ou une IA qui serait destinée par rapport à ces travailleurs effectivement au bout du monde, à Madagascar ou autre, elle serait effectivement dans la classification à haut risque, dans le règlement effectivement de juin dernier. Mais avec effectivement une nuance et je dirais une omission ou une difficulté juridique, c'est que à la différence de la directive vigilance, dans le règlement IA, on n'aura pas une liste ou une identification des normes sociales fondamentales claires qui pourraient effectivement s'appliquer, comme on a dans la directive vigilance, normes de l'OIT, pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, ou même charte sociale européenne. Et là, effectivement, il y a un enjeu d'interprétation qu'il faudra développer pour interpréter justement ce qu'on entend par IA au risque en matière sociale et pour préciser ces dispositions du règlement. Le deuxième point de rapprochement, me semble-t-il, par rapport aux deux textes, c'est par rapport à une notion qui, à mon avis, se retrouve dans les deux textes, c'est la notion de risque systémique. On a dans la directive vigilance le terme, alors pas systémique, mais je vais préciser ma pensée, l'idée de risque pertinent. C'est-à-dire que l'objectif du devoir de vigilance, c'est d'identifier l'ensemble des risques pertinents en matière sociale, en matière environnementale, en matière géographique, en matière contextuelle. Et c'est en facteur des risques pertinents qu'il faut cartographier les activités, assurer cette cartographie et avoir un plan de remédiation. Risque pertinent. Dans le règlement effectivement IA, le terme qui va être utilisé, c'est effectivement le terme de risque systémique, à savoir un risque spécifique qui est lié effectivement à certains modèles d'IA, parce qu'ils ont une incidence significative en matière environnementale, en matière sociale ou de droits fondamentaux. Risque pertinent dans la directive vigilance, risque systémique dans le IA Act, et on retrouve à nouveau cette notion dans un autre texte, mais qui n'est pas loin de notre sujet, de risque systémique, cette fois-ci dans le Digital Services Act, le fameux DSA, dont on parle beaucoup, et qui fait peser dans son article 34 sur les plateformes le fait d'évaluer les risques systémiques dans les moteurs de recherche, dans les fonctionnalités, par rapport aux droits fondamentaux, par rapport au pluralisme, par rapport aux différentes libertés ou par rapport au discours civique. Et peut-être il y a ici, à mon sens, un point de rapprochement à faire en doctrine et dans l'interprétation des textes. Cette notion de risque systémique, formulée certes de manière un peu différente, mais qui est la même, qu'on peut entendre de manière générale, dans quelle mesure, effectivement, un processus, une pratique, un comportement, effectivement, numérique, peut-il, effectivement, véritablement mettre en péril, malmener, un ensemble, effectivement, de valeurs fondamentales dans une société et de droits fondamentaux. Et à mon sens, il incombe, effectivement, aux juges, aux législateurs, à la doctrine, à mon sens, de rapprocher l'interprétation de ces textes à la notion de risque systémique, et qui, d'ailleurs, n'est pas nouvelle en droit européen. On la retrouve dans tout autre champ. On la retrouve, par exemple, dans les contentieux qu'on a eu état de droit avec la Pologne, la Hongrie, dans la jurisprudence. Là, à mon sens, il y a des points de convergence à trouver pour avoir un fil directeur entre ces textes.
Donc pour conclure rapidement sur cette présentation, les convergences, à mon avis, elles sont à identifier dans ces notions de risque systémique. Elles peuvent aussi se faire au niveau des autorités de régulation qui ont en charge de ces textes, l'ARCOM pour ce qui est effectivement l'hypothèse effectivement en France de du Digital Services Act, les autorités nationales de contrôle qui sont prévues dans la directive vigilance, les autorités de contrôle qui sont prévues dans le règlement au titre de l'IA, ces autorités sectorielles prévues par les États, à mon sens, pourraient justement définir une doctrine commune, ou du moins convergente, sur cette notion de risque systémique qui transcende l'ensemble de ces textes. Et enfin, dernier point, plus technique et peut-être plus aussi dans mon champ de spécialité, c'est qu'il y a un certain nombre de leviers qu'on peut trouver dans ces textes qui pourraient peut-être être proactifs. Par exemple, la problématique des contrats d'achat et des marchés publics. D'ores et déjà, en application effectivement de la loi française sur la vigilance, il est possible effectivement dans le code de la commande publique français d'exclure, d'avoir un motif d'exclusion pour un candidat à un marché public, une entreprise qui soumissionne à un marché public ou à une concession, si l'entreprise ne satisfait pas à l'obligation d'un plan de vigilance, ce qu'on appelle un motif d'exclusion. Peut-être qu'effectivement, on pourrait mieux penser de manière fine ces motifs d'exclusion en considérant qu'on peut aussi inclure dans ces motifs d'exclusion d'entreprises qui ne respectent pas une vigilance 2.0 ou intégrant les questions effectivement numériques et de droits sociaux fondamentaux dans les pays sous-traitants. C'est là des leviers effectivement d'action publique, mais autant faut-il que le législateur et plus globalement le gouvernement s'en emparent. Voilà. Merci pour ces temps de réflexion, de convergence par rapport au texte.